Donc, alors évidemment, la mer, ça représente pour beaucoup tout un ensemble de symboles, la puissance, le mystère, les voyages, l'exotisme et autres. Donc, tout le monde a cette image, un petit peu, en tout cas ceux qui sont professionnels, de cette image. Et à côté de ça, évidemment, il y a toutes les activités maritimes qui sont très, très, très importantes. Donc, je ne vais pas les énumérer toutes, mais on a quand même la pêche, l'aquaculture, pardon, la plaisance éventuellement, les extractions de pétrole, le trafic maritime et autres, ça peut être important. Et malheureusement, à côté de ces activités maritimes, il y a des activités alimentaires, dont l'agriculture, et donc des sources de pollution qui peuvent être très, très, très conséquentes dans certains cas. Donc, ce qui nous intéresse un petit peu, c'est de voir les différentes pollutions marines dans un premier temps. Et alors, pour résumer, les principales, en fait, vous avez tous entendu parler des hydrocarbures. Bien évidemment, ça fait très longtemps qu'on en parle, c'est très visuel. Les catastrophes, ça représente simplement 2 à 3% des apports de, pardon, 2 à 3% des apports d'hydrocarbures à la mer. Il faut savoir qu'il y a des hydrocarbures naturels, des flottements au fond du golfe de Guinée, par exemple. Il y a des apports chroniques. La Seine, par exemple, apporte régulièrement énormément d'hydrocarbures. Et donc, les gens se sont surtout attachés à la partie visuelle, avec des impacts réels sur le plan socio-économique, ça c'est vrai, le tourisme par exemple, la pêche et autres, mais en termes environnementaux, on sait maintenant que depuis quelques années, en général, il y a un retour à la normale. Donc on commence à mieux cerner un petit peu ces problèmes de pollution par exemple par l'eau. On a également, là, vous voyez, ces rivières rouges, c'est en Nouvelle-Calédonie, c'est des pollutions métalliques. Donc c'est peut-être assez conséquent. Vous avez l'image au milieu à gauche, c'est les fonds marins dans le golfe de Cassidy. À Cassis, c'est les rouges qui ont été rejetés par les Chili et autres. Donc ça, ce sont des problèmes aussi majeurs. Alors on a les marées noires, on a les marées vertes aussi, qui sont directement liées à l'agriculture. On a des pollutions qui sont caractéristiques du milieu marin. On trouve que dans le milieu marin, c'est en particulier vous voyez ici, les peintures anti-salissure. Donc il faut savoir que le coût d'un navire peut être diminué de 20 à 25% simplement parce qu'on a des coques lisses sur des gros navires et donc le marché est considérable. Et bien évidemment, c'est important de limiter les coûts justement à cause des frottements de toutes les espèces qui se fixent dessus. Pour éviter ça, on utilise des produits, notamment des produits toxiques comme le TBT, avec tout un ensemble de réglementation depuis quelques années, des limitations et autres. Mais c'est important parce que ce sont des produits qui sont très toxiques pour la faune. Et donc ça fait beaucoup de temps et on cherche des produits de remplacer ça. Donc on a les marées vertes, j'en ai parlé, les marées noires. En haut, on a les marées rouges. Alors c'est plutôt des déséquilibres de production. En aquaculture, par exemple, et surtout en conchyliculture, ça peut être gênant parce que c'est des algues toxiques avec des interdictions régulièrement de vente. Donc il fallait en particulier suivre la qualité des coquillages. Les décisions sont prises par les affaires maritimes transmettent à la préfecture qui prennent des arrêtés d'interdiction de vente. Et ça peut avoir un coût économique assez important également. Donc on a des marées noires, des marées vertes, des marées rouges. Et puis donc depuis quelques années, on peut parler peut-être des marées blanches. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on a à peu près 4 milliards de tonnes de déchets qui sont générés dans le monde. Tous les déchets, hein, donc c'est vraiment le travail et autres, c'est pas simplement les déchets biologiques. On a la production donc, qui a atteint, je crois que c'est en 2018, autant que ça, 350 millions de tonnes. À peu près. Hier, on a annoncé 359. 359, voilà, donc c'est l'ordre de grandeur. Voilà. On a également donc 8 millions de tonnes pour c'est une évaluation et modélisation de 8 millions de tonnes de plastique d'apports continentaux, simplement sans considérer tout ce qui vient de la mer. Et puis donc la quantité de sacs, alors ça change, je pense. Donc on est à 500 tonnes jour en Méditerranée à peu près pour ce qui arrive, parce qu'il y a des pays qui apportent beaucoup. L'Égypte, par exemple, avec le Nil, un bassin de 15 millions d'habitants en terre, 6 millions à Alexandrie. La Turquie, c'est pareil. Il y a des décharges au niveau où ils poussent directement tout leur gravats à la mer, et donc ça fait quand même des apports assez conséquents, simplement parce que la gestion est mal faite. Et puis donc, le 17 milliards, c'est un chiffre que je n'ai pas le chiffre récent, mais ça a baissé énormément, ça a baissé beaucoup dans les années 2000 lorsqu'il y a eu les remplacements de sacs à des sacs cabas dans les grandes enseignes, par exemple. Et puis donc les obligations remplacées par les sacs biodégradables en premier temps, et puis la stratégie plastique est en train de se mettre en place. Ça devrait probablement limiter également. Sauf que, alors ce que j'ai compris, c'est qu'au terme de marché, en fait, c'était plus de plastique vendu, simplement parce que les gens ne réutilisaient plus les sacs, mais achetaient des sacs poubelles. Et donc le nombre de sacs, si vous voulez, qu'on retrouve dans le milieu marin, que pour retrouver le marin, est indépendant de la gestion qui est faite à terre. Donc il y a intérêt à trouver une bonne gestion de façon à ce que tout le monde soit content. Personne n'est contre le plastique dans la mesure où il est utile, c'est simplement que sa gestion soit faite correctement. Donc ça, c'est pour dresser un petit peu le tableau. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que les déchets marins, de manière générale, c'est très divers. Donc, il y a énormément de choses. On a trouvé des soutiens-gorge, des motos, on a trouvé un remontant sur une fuite de chalut, un pantalon, comme s'il était en train de sécher, c'est des choses complètement invraisemblables. Donc on a vu tout à l'heure l'image du volcan. Donc ça va vraiment des toutes petites particules aux plus gros déchets.
Et par contre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a plus de 50% qui sont des plastiques à usage unique. Et ça, alors c'est important d'abord en termes de quantité, mais c'est aussi en termes de comportement, parce que ça veut dire que ce n'est pas des produits qui sont très utiles, qui sont en plastique, par exemple des composites ou des choses comme ça, des avions ou quoi. Alors, il y a des accidents d'avions qui font de temps en temps trouver, mais ce n'est pas des déchets qu'on trouve généralement. Par contre, les déchets qu'on trouve, c'est souvent issu de la consommation, de la grande consommation, et donc c'est plutôt le comportement des gens qui pose problème, si vous voulez. Voilà, donc moi je pense que c'est important de noter. Il y a une part de responsabilité de l'industrie, notamment par exemple sur les granulés, les perles de granulés. La plupart des fabricants sont conscients, mais disons que c'est un certain équilibre, si vous voulez. Et la grande partie des déchets marins, c'est quand même le comportement des gens, simplement parce que les gens ne mettent pas les déchets dans les poubelles, ou leur coton-tige, ils les mettent dans les toilettes ou dans les poubelles. Donc, malgré tout, 50%, plus 50% des plastiques à usage unique, ça veut dire comme une grande partie est constituée par des emballages, ça veut dire que les emballages représentent une partie importante, et c'est la raison pour laquelle, dans la nouvelle directive de stratégie plastique, les plastiques à usage unique ont été ciblés avec tout un ensemble d'autres déchets, comme ceux de la pêche, qu'on retrouve également, notamment dans les zones de pêche. Il faut savoir que aux Açores, par exemple, 100% sont des déchets issus de la pêche, parce qu'il y a un très cycle large, très profond, et donc dans certains cas, on peut avoir, comment dire, alors sachant, comprenant que les pêcheurs sont à la fois génèrent à la fois des déchets, et puis eux-mêmes sont touchés évidemment parce que ça génère énormément de coûts pour eux. Donc c'est une question de, là aussi, d'équilibre. Alors, il y a également une diversité des sources, c'est assez important. Donc, je vous parlais tout à l'heure du Liban, vous voyez, ces décharges-là, je les avais sur place, il y avait donc des bulldozers qui étaient en haut, et qui poussaient directement à la mer, simplement parce que ça n'a pas géré avec tous les problèmes de corruption et autres. Il y a eu des investissements qui ont été assez importants, mais qui ont été détournés. Vous avez également les catastrophes, les événements extrêmes. Curieusement, ça paraît évident quand on le sait, mais par exemple, dans le cas du tsunami, c'était quand même 5 millions de tonnes qui sont arrivées à la mer directement. C'est quasiment autant que les apports annuels qui arrivent dans l'océan mondial. Donc un seul événement, ça peut être une source très 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 importante, simplement parce que ce sont des événements naturels. Donc là en bas c'est Katrina, en haut c'est la Seine, et là on a un problème particulier des apports de fleuves et de rivières. Donc dès qu'il y a des crues par exemple ça nettoie, et on a un cas notamment, enfin des cas assez particuliers en Méditerranée, où sur la rive sud il y a des oueds avec des gens qui mettent leur poubelle, et lorsqu'il y a des crues, elles sont là tout par la mer. Et dans le sud de l'Espagne, le problème est un petit peu le même, avec des déchets issus de l'agriculture en particulier, il y a eu tout un débat là-dessus, et des gens qui commencent à aborder justement cette question. Donc c'est important, les fleuves, ça représente a priori une partie assez importante, de l'ordre de 2 millions de tonnes qui arrivent à la mer, et en particulier certains grands fleuves, notamment dans le sud-est, à tel point que le G20 a décidé d'investir, via des fonds de la Banque mondiale, sur le développement d'infrastructures dans ces régions-là pour limiter les apports dans ces fleuves. Et puis il y a également une coalition au niveau du ministère de l'Environnement, on en a parlé il n'y a pas longtemps, pour travailler sur certains fleuves particuliers, parce que ça représente une partie très très, très importante. Donc on sent bien que les politiques commencent à travailler sur des sources qui sont les plus importantes. Alors, il n'y a pas que les rivières, les charges côtières, mais il y a également donc, les conteneurs. Les conteneurs, c'est quand même 20 tonnes de déchets, donc ça représente potentiellement beaucoup de microplastiques. Vous avez en haut à gauche les cartes de conteneurs, on a fait des comptes à partir d'un projet européen qui était géré par le SED. Et on voit qu'à partir du moment où la mer devient mauvaise, dès qu'on sort du rail de l'essence, systématiquement, à ce moment-là, il y a des risques et donc beaucoup plus de pertes. Et on a à peu près une idée justement des. Alors je crois qu'il y a un comité qui vient d'être créé qui s'appelle le comité France-Océan, et dans leurs recommandations, justement, ils ont demandé à ce qu'on travaille un peu plus sur la limitation des pertes de conteneurs, parce que finalement, ça représente des sources assez importantes. Après, on a donc des accidents. Alors, il y a eu quelques accidents, il y en a eu en compte, je crois qu'il y en a eu en Afrique du Sud il n'y a pas longtemps, donc c'est des pertes de conteneurs dans lesquelles il y a eu un granulé plastique. Alors il faut savoir, j'imagine que vous le savez tous, peut-être mieux que moi, qu'on utilise les granulés pour limiter les gros cubes pour lesquels il faudrait beaucoup d'énergie pour arriver à les faire fondre et donner une forme de plastique. C'est la raison pour laquelle l'industrie utilise ces granulés. Et donc malheureusement, c'est source de pollution dans certains cas. Vous avez également donc, la pêche et l'aquaculture. Donc les pratiques changent parce que les gens sont de plus en plus conscients, il n'y a aucun problème. Mais là encore, comme je disais tout à l'heure, le problème c'est que les pêcheurs ils génèrent de temps en temps, mais ils sont aussi gênés par dans certaines zones, justement parce qu'ils reçoivent. Donc ils ont peut-être plus conscience des problèmes que les autres. On a eu une étude en Adriatique, il y a eu un gros projet européen, où manifestement les pêcheurs étaient tous, intéressés et participaient et justement fournissaient des données et autres, parce qu'ils ont largement compris que ça pouvait être important. Il faut voir le prix, par exemple, des nettoyages de certains filets, de certains déchets. Alors, où est-ce qu'on les retrouve, ces déchets? Eh bien, bon, c'est assez simple, c'est sur les plages, le temps et sur les fonds. Donc, sur les plages, vous avez en haut à gauche
une photo de plage urbaine. C'est urbain, je comprends bien, mais c'est comme une plage. C'était en Libye avant la guerre, vous avez des déchets flottants, c'est classique. Et puis vous avez des cas, comme on dirait, c'est particulier, comme les mégots. Sur certaines plages de Méditerranée, ça représente jusqu'à 40% des déchets, avec des solutions qui sont assez simples, on interdit de fumer. Donc ça commence, il y a beaucoup de municipalités qui commencent. Alors ce qu'il faut savoir, par exemple, pour le tabac, c'est que le ministère de l'Environnement avait commencé à discuter avec les producteurs de tabac, et en fait, la loi leur interdit de financer tous travaux, et donc du coup, ils n'ont pas le support. Ils n'ont pas le support, et en plus, ils ne peuvent pas prendre de décision au niveau national ou au niveau européen. Sur le négocier, il y aura des recommandations, et c'est des prérogatives qui reviennent aux gestionnaires des communes. Et donc les seules interdictions, les seules possibilités, c'est d'interdire au niveau de la commune. Et ça a une conséquence, c'est qu'il y a des communes où ils le feront très volontiers, et d'autres, ils connaissent sous les visages, ils ne le feront jamais, parce que sinon ils perdent toute leur clientèle. Donc vous voyez, ça c'est des problèmes sociaux, si vous voulez, qui sont associés à ça, mais bon, ça peut représenter des quantités assez importantes quand même en termes de gestion. Ça c'est un exemple, c'est des chalutages, ça remonte à quelques années, c'est toujours pareil, parce que c'est des rejets qui sont très anciens. Et ça représente 10 minutes de chalutage, c'est dans la réserve des Calanques à Marseille. Donc en apparence c'est très joli, au fond, parce qu'il y avait les éboues de Marseille, il y a une station d'épuration, donc c'est plus le cas. Sauf qu'à Extrême, ils sont obligés d'ouvrir les vannes parce que le débit est trop fort. Mais d'une manière générale, comment dire, il n'y a plus de rejets, mais par contre, les déchets sont là depuis très longtemps. Et c'est quand même assez spectaculaire. Et là, c'est une association, en bas à gauche. C'est 100 mètres de plage dans l'estuaire de la Seine. Donc c'est gratté dans les sédiments. Et en fait, c'est des cotons-tiges qui apparaissent. C'est uniquement 100 mètres, hein, je ne sais pas si vous imaginez. Et la raison, elle est assez simple, c'est que le matin, les gens, quand ils se nettoient les oreilles, en fait, au lieu de mettre dans une poubelle, là, ça sera suivi, comme on dit dans le traitement, il y aura un traitement, ils mettent directement, on ne sait pas pourquoi, dans les toilettes. Et comme ça passe au travers des grilles, systématiquement, ça repart dans les fleuves et ça arrive comme ça à la mer. C'est pour ça que c'est simplement une question de comportement. Le plus bête du monde, simplement, c'est de mettre dans les toilettes ou de le mettre dans une poubelle. Alors, je pense que inconsciemment, c'est plus, comment dire, on imagine qu'on ne les voit plus. Ils ne sont plus dans la poubelle, alors savoir qu'ils sont encore dans la maison, dans la poubelle, il y a une espèce de frein, si vous voulez. Et simplement, cette sensation-là fait que là, on se retrouve avec des situations qui sont quand même assez comment dire. Vous voyez, on les trouve partout. Alors, si vous allez en surface, si vous allez en mer, par exemple, et que vous mettez un chalut en haut à droite, on appelle ça des mantas, parce que ça va prendre un peu une vraie manta, c'est pour stabiliser le chalut en surface. Au bout de quelques dizaines de minutes, vous allez avoir à gauche, dans les collecteurs, tout un ensemble de microplastiques, de particules dégradées comme ça. On ne voit pas si vous êtes en bateau, vous faites du bateau, vous pouvez en voir de temps en temps, vous pouvez voir quelques objets de couleur, ou des gros, vous allez avoir ces microparticules. Et si vous le regardez sur le microscope, voilà ce que vous allez voir. Donc c'est un assemblage avec un kaléidoscope, et vous voyez qu'il y a tout à fait en haut de la photo, un granulé industriel, pour s'en éteindre, comme ça. Il peut y avoir donc des fibres, il y a tout un ensemble de plastique. Et ça, c'est la conséquence de la dégradation, parce qu'avec la photolyse, les réactions chimiques, bactériennes, si vous voulez, ça va se fragmenter, ça va se fragiliser, et ça va arriver donc à générer des microplastiques. Le problème, c'est qu'un seul sac plastique peut générer des milliers de microplastiques. Et donc ça devient ingérable. On ne peut pas donner la source. C'est petit. On n'arrive pas, comment dire, à connaître un petit peu leur dégradation ultime. On ne sait même pas s'il y a des nanoplastiques. Il y a des arguments qui disent que ça peut se dégrader au niveau des nanoplastiques, mais c'est des arguments indirects. On n'a pas d'argument direct, on ne sait pas quantifier. On sait fabriquer des nanoplastiques, on sait les tester avant de les utiliser. Enfin, on sait fabriquer des nanoplastiques ou des nanoparticules. On sait les tester en termes de toxicité avant de les utiliser. Une fois qu'elles sont utilisées, elles sont sur le marché. Après, pour aller dans le milieu naturel et les mesurer, il n'y a personne qui sait faire ça. C'est très compliqué. Et en tout cas, ça ne se fait pas en routine comme ça dans tous les laboratoires. Et après, en regardant le microscope électronique, on voit les différents types de microplastiques par dégradation et autres. Il y a un GDR qui s'est monté pour essayer de comprendre justement, un GDR, c'est un groupe de recherche du CNRS avec plusieurs équipes, pour essayer de comprendre un petit peu la genèse de ces microparticules. Et donc, la façon dont ils se dégradent, les microparticules elles se dégradent dans le milieu marin. Donc il y aura des informations qui vont arriver, mais malgré tout, on a quand même beaucoup d'inconnus encore sur la genèse de ces particules-là. Alors, vous avez tous entendu parler des contenants plastiques, des îles et autres. C'était largement exagéré. Alors, je vais essayer de vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'équateur, donc que ce soit dans l'océan Pacifique, vous voyez vers le Japon, enfin, le nord des Philippines, le Japon, ou bien vers les Caraïbes, enfin, c'est plus bas en fait, c'est au niveau du golfe de Guinée, et c'est plus bas que la tache blanche. Vous avez les alizés qui poussent les eaux vers l'ouest, systématiquement. Donc c'est de nord-est, sud-ouest dans l'hémisphère nord, c'est de sud-est, nord-ouest dans l'hémisphère sud, si vous voulez, et donc ça pousse les eaux. Et donc l'eau, évidemment, va vers l'ouest, et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte, et donc il y a une différence d'altitude entre l'ouest et l'est.
d'altitude de quelques centimètres simplement. Évidemment, l'eau ne va pas pouvoir monter jusqu'au ciel parce que ça demande beaucoup trop d'énergie, et donc il va falloir qu'elle s'échappe. Et pour ça, elle va partir soit vers le nord, soit vers le sud. Donc, vous voyez par exemple en Europe, ça part du golfe de Guinée, à l'équateur, ça arrive au niveau de la pointe du Brésil, il y a une partie qui descend vers le sud, une partie qui remonte vers le golfe des Caraïbes, le golfe du Mexique, et là l'eau va monter, et à un moment elle va partir, et elle va partir le long des côtes de Floride, c'est ce qu'on appelle le Gulf Stream. C'est comme ça qu'est généré le Gulf Stream. C'est parce qu'il y a trop d'eau dans le golfe du Mexique. Et donc ça va aller combler des zones en déficit, comme par exemple en Arctique, ou lorsque ça revient en Europe, parce que c'est ce qu'on appelle la dérive nord-atlantique, il y a une partie qui va redescendre à l'équateur, comme ça, et qui va combler le manque d'eau, puisque l'eau est partie à cause des alizés. Et donc ça tourne comme ça depuis des millions d'années. On appelle ça des courants géostrophiques, c'est des physiciens qui connaissent ça très très bien. Et donc tout ce qui flotte, en fait, va aller au milieu, c'est un petit peu comme dans un lavabo. Si vous avez la mousse, vous faites tourner l'eau, quand vous ouvrez, vous allez avoir toute la mousse qui va au milieu. Là, c'est exactement le même mécanisme, c'est un vortex, en fait, et tout s'accumule là. Donc cette zone, elle est très connue dans l'Atlantique, on appelle ça la mer des Sargasses, simplement parce que Sargasso, en portugais, ça veut dire barec, en fait, c'est des algues brunes, et donc ce sont des algues flottantes qui se... Merci. Ce sont des algues flottantes qui s'accumulent justement dans ces zones-là. Également les petites tortues, les anguilles qui vont se reproduire là. Et puis, depuis quelques dizaines d'années, tous les plastiques qui flottent au niveau des bassins océaniques vont aller s'accumuler là. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il y a des îles de déchets et que personne ne marche dessus. Même si j'ai rencontré moi-même un jeune qui a pris un bateau pour aller voir, qui croyait qu'il allait trouver quelque chose, parce que les médias ont un petit peu exagéré l'image justement de ces zones de convergence. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les quantités réelles sont assez faibles. Donc c'est de l'ordre de quelques milliers de tonnes simplement, je crois que c'est 1000 tonnes pour les microplastiques dans l'Atlantique, et que ce sont des densités qui sont plus importantes qu'ailleurs. Donc il y en a plus dans cette zone-là qu'au niveau de l'équateur, beaucoup plus au nord. Donc en fait la densité, vous voyez, c'est ce qui est en blanc. Et par contre, vous voyez la Méditerranée, il y en a beaucoup plus, et en termes de densité, on en a beaucoup plus en Méditerranée qu'on en a dans les sites de plastique. Alors que dans les médias, justement, on a cette image, de l'accumulation massive au niveau des zones de convergence. Comme ça, on a parlé du continent de plastique et de l'expédition de certains continents et autres. Alors le nom, tout le monde est libre d'imager comme il veut l'information, mais c'est exagéré. Et donc dans la réalité, les problèmes de gestion liés à ces plastiques, ce sera plutôt à la côte et dans des zones très particulières, comme le golfe du Bengale. Vous voyez, c'est parce qu'ils reçoivent tout ce qui est l'Asie du Sud-Est ou la Méditerranée. Ce sont les deux zones les plus affectées dans le monde, en fait. Voilà, donc les continents de plastique, c'est une belle image. Si vous voulez, ça touche le public, mais dans la réalité, ce n'est pas très important en termes environnementaux par rapport à ce que pourrait être la situation dans d'autres zones plus côtières. Alors, il y a un transport qui est assez important en fait, en mer, donc il faut comprendre que l'océan est toujours en mouvement, donc il y a des apports de rivières par exemple, il y a des courants et autres. Et donc si on regarde, vous voyez en haut à gauche, ce sont des bouées qui ont été émergées. Elles ont été émergées dans le nord-ouest de la Corse. Elles ont d'abord transité dessous avec des températures élevées, c'est pour ça que dessous on voit une couleur bleu ciel et même jaune par la suite. Et puis après, en hiver, elles sont revenues en Corse après avoir touché les Baléares pour repartir le long du courant liguro-provençal, descendre jusqu'à la mer d'Alboran, au Maroc, et revenir après jusqu'en Tunisie. En 9 mois, c'est le trajet d'une bouée dérivante, avec des chaussettes de façon à limiter le mouvement des courants et non pas celui du vent. Et donc, on s'aperçoit que quel que soit le déchet, en fait, il peut bouger comme ça et toucher les côtes. Alors, c'est important parce que si vous gérez les déchets dans une région et que vous recevez une autre région, en fait, ça ne servira à rien. En tout cas, ça servira simplement, à nettoyer ponctuellement. Alors, on a un exemple, vous voyez en bas à gauche, ce sont des filtres, des médias filtrants qui sont utilisés en station d'épuration. Il y a eu un accident, une perte à Naples, c'était l'année dernière au mois de mars. Et donc, en quelques mois, vous avez des courants qui les ont amenés jusqu'à la région, jusque dans le Var. On a trouvé des quantités assez importantes, et même une tortue au bout du roi qui en avait ingéré également. Et donc, on a des courants qui permettent de tracer et des preuves formelles des échouages comme ça sur la côte. Et on commence à comprendre à la fois les courants océaniques, ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis les courants côtiers. Donc, quels sont les... Alors, c'est important parce qu'en termes de gestion, par exemple, sur la Corse, on reçoit l'Italie. L'eau suit la côte italienne, donc ça, c'est des courants qui sont là, vous voyez. Donc, en été, vous avez des courants jaunes à gauche, ici. En jaune, vous avez tous les courants qui viennent de l'Arnaud et qui vont toucher la Corse. Et donc, l'été, dès qu'il y a un peu de nord-est, si vous oubliez sur les plages de Corse, vous avez énormément de déchets comme ça qui viennent d'Italie. En général, ils vont quand même sur la côte d'Azur, mais lorsqu'il y a du Mistral, en fait, la France envoie en Sardaigne. Et après, un petit peu plus loin, si vous voulez, on envoie, comme vous voyez le courant là-bas, on envoie plutôt vers l'Espagne, qui par contre, au Pays Basque, on renvoie nos déchets. On reçoit en fait l'Espagne, donc il y a des échanges comme ça. C'est important en termes de gestion. En Manche, on envoie tout sur la mer du Nord. Et malheureusement, dans le détroit du Kattegat, c'est-à-dire l'entrée de l'Atlantique, ils reçoivent d'Angleterre, parce qu'il y a des courants assez forts qui rentrent, ils reçoivent d'Angleterre, de France, Allemagne, Belgique, Allemagne,
et Hollande, et donc ils commencent à se plaindre parce que leur image est plein de saloperies, et en fait, ça vient d'ailleurs, donc c'est quand même assez gênant dans certains cas. Et là, vous voyez par exemple tous les déchets qui viennent d'Europe, qui vont aller justement alimenter le courant équatorial, pour après aller dans les vortex. Ça, c'est des travaux qui sont tout récents, qui ont été faits par des Portugais dans ce programme européen qui en participe. Et on voit bien justement la genèse des zones de convergence océanique, d'où peuvent venir les déchets, et typiquement ça vient principalement de toute la région européenne, sachant qu'en fait, pour la partie mer du Nord, ça part le long de la Norvège, vous voyez, vers le nord. Donc on commence à comprendre un petit peu d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont, et de quelle manière, après, peut-être on pourra gérer ce type de situation. Donc voilà des exemples. Alors ça, c'est un travail qu'on avait fait simplement pour, s'il y a des cas comme le Concordia, vous savez, ce bateau qui s'est échoué sur un caillou là, en Toscane, là, sur une île. En fait, il y avait quand même tout un ensemble de questions autour des déchets. Et là, c'est des simulations qui montrent qu'en un mois, s'il y avait un accident, par exemple, dans les bouches de Bonifacio, en un mois, en fait, toutes les côtes italiennes seraient inondées de déchets. Donc on en a retrouvé, nous, après le Concordia en Corse, n'importe quelle source. Si, par exemple, la Corogne, comme il y a quelques dizaines d'années, il y avait des arrivées massives de milliers de tonnes à la mer, pour savoir exactement où il faut aller. Maintenant, on commence à comprendre et on peut prévoir un petit peu. Alors, quels impacts ont ces déchets? Alors, d'abord, il y a des impacts environnementaux, des impacts socio-économiques et des impacts sur la santé publique, sur la santé humaine, pardon. Les plus importants, peut-être le plus important, c'est l'étranglement. Il faut savoir qu'un filet, lorsqu'il est perdu, en fait, il peut continuer à pêcher. On sait que c'est de l'ordre à peu près d'une année, au-delà d'une année en général, il se tord, donc il pêche beaucoup moins. Et donc, le problème, c'est que ce sont des engins qui sont faits pour capturer les animaux, et donc ils continuent à capturer s'il est perdu. Et donc, les mesures, elles sont assez simples, c'est de prévenir justement ça, donc c'est des bonnes pratiques, par exemple, c'est de l'information et autres, ne pas travailler dans des conditions extrêmes lorsqu'il fait mourir, lorsqu'il y a des risques, des choses comme ça. Et puis, récupérer également, c'est quand même largement encouragé, parce que les filets ont une valeur, ils peuvent être réparés et utilisés, éventuellement recyclés. Et donc, c'est un cas particulier d'un déchet qui justifie qu'on aille le chercher en mer. Très particulier. Mais les étranglements, de manière générale, ça peut être important. Alors, c'est pas seulement les filets de pêche, vous voyez qu'il y aura d'autres plastiques qui peuvent étouffer les animaux. Donc, c'est assez spectaculaire. Pratiquement toutes les espèces sont sensibles. Et en termes de dégâts sur la faune, je pense que c'est un des modes d'action, si vous voulez, les plus conséquents des déchets marins. Après, vous avez également donc, ce qu'on appelle la gestion. Alors là, c'est assez particulier, en fait. Certaines espèces seulement gèrent les déchets, pas toutes. Et les effets sont très, très variables. Donc, par exemple, vous avez en haut, ce sont des déchets gérés par des oiseaux en mer du Nord, c'est une espèce qu'on appelle des flumards. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en moyenne, ils sont à 0,6 grammes. Vous voyez en bas à droite, sur la droite de la photo, vous avez une petite boîte avec la quantité moyenne de plastique dans l'estomac des oiseaux. Et si on extrapole à l'homme, voilà ce qu'on aurait en moyenne. Actuellement, si vous voulez, les oiseaux de la mer du Nord de cette espèce sont à peu près 0,6 grammes. Et on commence simplement à se préoccuper du problème, alors que chez l'homme, ça serait l'équivalent de ce qu'on voit dans le gros cristal noir, si vous voulez. Et ça fait très longtemps qu'on aurait mieux pris des mesures de gestion, parce qu'on n'aurait pas laissé passer des problèmes comme ça. Et donc on voit bien le désintérêt qu'il peut y avoir sur les problèmes d'environnement par rapport à ceux de la santé publique. Et donc, moi, je n'ai rien à juger, on n'a pas de jugement à porter là-dessus, si vous voulez, c'est l'histoire qui veut ça, c'est une vision un peu anthropomorphique. Malgré tout, en termes d'environnement, c'est quand même assez important. Là où il faut relativiser, c'est que, en fait, certaines espèces sont plus sensibles que d'autres. Par exemple, ces oiseaux-là, en fait, ils gardent des plastiques dans l'estomac parce que ça les aide à digérer. Donc, le mauvais côté des choses, c'est qu'ils ont beaucoup de plastique, mais le bon côté des choses, c'est que quelque part, ça peut les aider. Et donc, vous voyez, c'est un petit peu contradictoire. Vous avez vu, c'est la première diapositive que vous avez montrée avec les estomacs d'oiseaux, en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils sont morts à cause du plastique, ça peut être une mort naturelle qui fait voir ce qu'ils avaient dans l'estomac parce que le plastique peut les aider. Donc, poche particulière, la jabot, si vous voulez, qui les aide pendant des millions d'années, c'était des pierres légères, on appelle ça la ponce. Et donc, ils les aidaient, ça faisait partie du mode de fonctionnement normal de l'estomac. Et simplement, maintenant, c'est du plastique. Alors, c'est toujours trop de plastique, mais malgré tout, il faut relativiser un petit peu. Les tortues, par exemple, sont très sensibles parce qu'elles mélangent avec les plastiques, avec les méduses, c'est dans la nourriture normale. Et donc, du coup, ils en avalent beaucoup. Et on a des cas, par exemple, la Réunion, en Méditerranée, côté espagnol, on est à plus de 80-90% des tortues qui ont des plastiques dans l'estomac. Et a priori, on est complètement invraisemblable. Voilà. Ce qu'il faut relativiser également, les questions qui ont été posées, c'est de savoir si les petites particules qui étaient ingérées par le plancton, les huîtres et autres, elles pouvaient avoir un effet. En fait, vous voyez que, ici, et là, ça reste dans l'estomac, donc c'est un estomac au milieu, là, c'est un estomac de l'huître. Et là, c'est de la copépoide, c'est du plancton. On marque les microparticules à la fluorescence, on les laisse ingérer.
on les force un petit peu et on regarde justement où est-ce que ça va et on s'aperçoit que tout le reste dans le tube digestif est excrété. En fait, c'est comme un enfant qui avait en mâchouillant son stylo un morceau de plastique par erreur, en fait, il va l'excréter au bout de quelques heures, au bout de 3 jours. Et là, c'est la même chose, et donc c'est important parce qu'en termes de transfert alimentaire du long de la chaîne alimentaire, il n'y en a pas. Si jamais, comment dire, le prédateur ingère la proie au moment où il a un morceau de plastique dans l'estomac, lui-même, normalement, il va l'excréter, et à chaque étape, si vous voulez, il y a normalement une excrétion. Donc, il faut d'abord qu'il y ait le plastique au moment où il attrape la proie, dans la proie, et puis après, si vous voulez, à chaque étape, donc on a très très peu de chance de les voir transférer le long de la chaîne alimentaire et de les retrouver dans notre assiette. C'est important parce que c'est rassurant, il y a beaucoup d'images qui ont été données, comme quoi ça arrive et ça risque d'arriver dans nos assiettes et autres. Dans la réalité, autant pour la pollution chimique, c'est important parce que ça va dans les tissus, autant pour la pollution plastique particulière, il n'y a aucun risque. Après, la question qui se pose, à titre de précaution, c'est savoir si les plus petites particules, comme les nanoparticules, qui pourraient rentrer dans les tissus sont transférées. Et là, pour l'instant, on n'a aucune preuve formelle. Et donc, il y a des arguments pour, si vous voulez, il y a des arguments contre. Il y a même des gens qui pensent qu'il ne devrait pas y avoir de nanoparticules. Et donc, le problème n'est pas encore réglé. Et donc, c'est l'affaire de scientifiques pour quelques années encore avant qu'on tranche. Mais actuellement, pour les microplastiques, vous n'avez quasiment aucune chance d'avaler des microplastiques. Et simplement pour information, il y a un article qui est sorti hier dans le journal canadien, il y a une étude canadienne qui est sortie, et qui montre que sur les milliers de particules qui sont ingérées, quasiment 80-85% viennent en fait de la respiration. C'est plutôt les risques de fibres dans l'atmosphère, si vous voulez, notamment les fibres textiles, ou bien des pneus, des choses comme ça, parce qu'à chaque freinage, on perd des particules qui peuvent aller dans l'air. Et les risques sont plutôt là que pour les produits de la mer, qui représentent simplement 4-5% des risques d'apport de microparticules. Alors par contre, autant on a parlé des déchets marins pendant très longtemps, c'est un sujet, comment dire, très important, autant sur la partie ingestion et autres, typiquement, quand on a des réunions à l'OMS et autres, on sent que le problème va se déplacer dans la problème de santé publique à terre, si vous voulez, qu'il devrait se limiter au niveau marin. Voilà. Alors, en fait, ils constituent ces plastiques de nouveaux biotopes. Donc, en fait, vous avez tout un ensemble d'exemples. Ce que je citerai comme le meilleur exemple, c'est le cas du tsunami. En fait, en 6 ans, après le tsunami de 2011 au Japon, en Amérique du Nord, ils ont reçu 289 espèces nouvelles, simplement à cause des plastiques, comme ça, des débris, pas seulement des plastiques, c'est des débris en général, qui ont transporté les espèces de l'autre côté. Alors, certaines espèces en ont tiré avantage, il y a eu un massage génétique, par exemple, donc ça peut être positif pour certaines espèces. Par contre, c'est un petit peu l'arche de Noé, on ne sait pas du tout ce que ça peut devenir, quels sont les déséquilibres à long terme. 290 espèces nouvelles, sans compter les bactéries unicellulaires et autres, c'est uniquement ce qu'on appelle la macrofaune, c'est-à-dire les pauvres individus. En termes d'équilibre sur la biodiversité, c'est quand même il y a une grosse inconnue. Et donc on pense qu'en termes d'impact, c'est peut-être là que les risques sont les plus importants, sans qu'on ait beaucoup de recul, peut-être que ce ne sera pas très important, et peut-être que ça sera beaucoup, et ça on ne sait pas du tout. Et c'est d'autant plus vrai que certaines espèces pourraient être pathogènes, je reviendrai tout à l'heure, simplement pour vous dire que dans certains cas, comme la Méditerranée, on parle d'un transfert qui est secondaire, c'est-à-dire que ce n'est pas les plastiques qui vont apporter de nouvelles espèces en Méditerranée, c'est plutôt les ballasts qui viennent sur les côtes de navires, les espèces qui sont fixées, et qui après, parce qu'il y a des plastiques, vont pouvoir être transportés au sein de la Méditerranée. Donc là, par exemple, c'est typiquement une situation classique où on a cette algue qui, régulièrement dans le bassin de nord-ouest, se retrouve partout, à certaines périodes de l'année. Alors, il y a également des risques pour la santé, donc les accidents sur les plages, les blessures, par exemple, le clair métal et autres, c'est assez important. Le plastique, c'est secondaire, mais il peut y avoir aussi le contenu du plastique, donc les produits chimiques. Il y a quand même pas mal d'accidents qui sont liés justement à ces déchets-là. Donc ça, c'est une vraie question. Après, il y a eu des cas, par exemple, d'enfants, on a dit en Irlande, 2 enfants qui sont morts parce qu'ils ont été pris dans des filets. Ils ne pouvaient pas, comment dire, des filets non actifs, ils ne pouvaient pas, comment dire, ressortir. Ils sont décédés à cause de ça. Donc il peut y avoir comme ça des cas extrêmes. Je n'ai pas eu la preuve, hein, je ne sais pas, ça m'a été dit, si vous voulez, donc peut-être que c'est discutable. Ce qui est sûr, par contre, c'est que les micro-organismes également se fixent. Donc on a tout un ensemble d'espèces. Ça, c'est une espèce, par exemple, qui a été observée depuis 1920-1925, et qu'on a retrouvée sur un plastique en Méditerranée, son Névriozoaire. En haut, c'est un foraminifère, c'est un unicellulaire, qui lui, normalement, vit sur le fond, et il a une partie de son cycle de reproduction qui peut être sexuée. Et dans ce cas-là, il va y avoir une larve qui va être, les gamètes vont fusionner, il va y avoir une larve qui va être planctonique. Une larve, c'est pas une larve, l'individu va être planctonique. Et au moment de se fixer, il va se fixer sur les plastiques. Quand la température est favorable, de temps en temps, en Méditerranée nord-ouest, on a tous les plastiques qui sont couverts par ce foraminifère qui, normalement,
vit sur le fond. Alors c'est important parce que ça veut dire qu'une espèce qui normalement est benthique, on a dit qu'elle vit sur le fond, elle est benthique, peut coloniser le milieu pélagique, et donc c'est un changement de cycle de vie, simplement parce qu'il y a des supports d'eau. C'est des vraies questions de biologie. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de toxicité, si vous voulez, en termes de santé publique et autres. Et sur le cycle biologique, c'est différent. Ça, au milieu en rouge, ce sont des virus qui sont toxiques pour les huîtres, donc c'est l'impact qu'on a en aquaculture. Tout le monde a entendu parler des mortalités massives d'huîtres, par exemple. On sait que ces virus se fixent sur des particules de polystyrène ou de plastique. Donc, s'il y a une épidémie, en fait, tous les microplastiques vont pouvoir favoriser justement l'épidémie. Et donc, ça, c'est un risque. Il n'y a pas de preuve formelle, mais on sait que le risque est là. On a également, donc, en haut, c'est les dinoflagellés toxiques, pour 130 par exemple, au milieu. Typiquement, ce sont les microplastiques qui peuvent favoriser également les épidémies. Donc, il y a tout un ensemble d'effets, si vous voulez, comme ça, à la fois sur les cheptels possibles, et puis éventuellement sur la santé publique. Ils ont trouvé des pathogènes qui se fixaient dessus, sachant que les pathogènes pour l'homme, en général, ne survivent pas en mer. Et donc, c'est une dispersion qui est favorisée pendant 2-3 heures avant que toute la population vraiment meure. Mais malgré tout, au niveau d'une station d'épuration, par exemple, de rivière, c'est un problème de bactéries, de coliformes, des choses comme ça. La transmission peut être favorisée par justement ces plastiques. Voilà, alors les impacts socio-économiques, donc la consommation des moules. Alors les moules, c'est un petit peu particulier parce que ce sont des filtreurs comme les huîtres. Et donc ils ont tendance à avaler beaucoup d'eau. Et donc éventuellement beaucoup plus de microplastiques. En quoi c'est limité? Parce que c'est quand même des microplastiques de petite taille. Et normalement, ils les excrètent, donc comme je vous l'ai dit, ça a été mesuré, normalement c'est en 2 jours, mais il y a un turnover avec donc, la possibilité. Et donc pour les gros mangeurs de moules, en Belgique par exemple, on arrive à quantifier, savoir qu'ils vont gérer tant de plastique. Comme je l'ai dit, c'est quand même moins que la respiration. Donc les gens ne pensent pas que c'est plus par précaution, si vous voulez, qu'on en parle, que vraiment des risques pour la santé, en tout cas pour l'instant. Après, vous avez donc ces épidémies, le problème des laisses de mer, donc les nettoyages par exemple, qui peuvent affecter également tout l'écosystème du rivage. Vous avez la gêne pour la pêche, par exemple, vous voyez, ça c'est des traits de chalut en Méditerranée, en bas à gauche. Et donc le temps passé à séparer, si vous voulez, les plastiques pour récupérer le poisson avant de vendre, bon, c'est pas très rare de temps non plus, il y a des zones comme ça où c'est des pêcheurs malheureusement récupèrent beaucoup de déchets en même temps que leur poisson. Et puis donc ce dont j'ai parlé au début, c'est une espèce de nappe de marée blanche comme ça qui arrive et arriver parce qu'il y a des accidents, sachant que là le problème c'est surtout un accident de navigation qui fait la différence. Voilà, donc les solutions, donc en fait c'est difficile parce qu'en fait on a des sources qui sont très diverses et c'est très complexe. Déjà il y a 7 milliards d'individus, donc c'est 7 milliards de sources sur la Terre possibles. Après c'est canalisé par les rivières et autres, et donc on a des possibilités. Vous avez des opérations comme en milieu par exemple, c'est pêche propre, donc il faut citer quand même parce que c'est une opération qui vous concerne directement et qui est intéressante. Vous avez également donc, un système sur les plages de collecte, le nettoyage. Demander aux jeunes d'aller nettoyer, donc c'est bien pour les informer, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème dans la durée. Vous avez également donc, Vacances propres, par exemple, qui met des poubelles. Donc tout ça, c'est des mesures qui sont complémentaires, si vous voulez, qui fait quand même que le bilan est quand même assez intéressant. Et puis après, il y a toutes les mesures en amont, donc on y reviendra tout à l'heure, notamment sur la directive et autres. Mais on arrive déjà à nettoyer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nettoyer les océans, c'est uniquement lorsqu'on donne une valeur aux déchets. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, un filet de pêche, on peut le réparer, on peut le recycler, il y a des entreprises qui gagnent de l'argent, sur les mines en particulier en Norvège. Et donc il y a des filières, c'est des micro-marchés, mais ça existe. Ils ont structuré la collecte des filets dans le monde entier, ils font venir des filets d'aquaculture de Chine par exemple, et donc c'est intéressant. Mais par contre, c'est très ponctuel. On peut donner une valeur indirecte, par exemple le nettoyage de plage, c'est pas les déchets qui a de la valeur, mais c'est la plage qui retrouve sa valeur patrimoniale et les gens vont revenir. Donc c'est la raison pour laquelle les municipalités ou la communauté d'agglomération de Nice, par exemple, au Pays-Bas, ça dépense des millions d'euros, simplement parce qu'entre les déchets sur les plages et 175 millions de touristes, ils ont vite choisi. Ce sera naturellement, pour dire, la partie économique est la plus importante. Alors il peut y avoir des valeurs, comment dire, artificielles. Par exemple, on a fait des bijoux pour les stars avec des plastiques qui viennent de la mer, mais ça c'est pas durable, c'est-à-dire que ça va durer un an ou deux. Les gens sont friands, pourquoi pas. Il y a une chose sur Adidas, par exemple, qui est faite à partir de plastique recyclé. Alors on m'a dit qu'en fait c'était pas du plastique qui venait de mer, mais c'était du plastique qui ne finirait pas en mer. Et finalement ça en est quasiment le même. Et disons que ça ce sont des filières qui ne sont pas durables, et donc c'est simplement, voilà. Donc c'est pas bien évidemment pas la solution. Alors on va essayer de voir un petit peu qui fait quoi en fait, je pense que c'est important pour comprendre pour les déchets marins.
C'était moteur en termes de décision et en termes de conséquences politiques, évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup d'associations qui ont repris le sujet, même si ce n'est pas de même envergure que le réchauffement climatique. Alors on peut être pour ou peut être contre le réchauffement climatique, moi je n'ai pas de position là-dessus. Et le réchauffement climatique, s'il y avait eu un réchauffement de 5 degrés, en fait tous les écosystèmes seraient touchés, y compris l'homme. Ça changerait les habitudes, il y a des espèces qui disparaîtraient. Alors que dans le cas du plastique, si on augmente de manière considérable le plastique, il n'y a que quelques espèces qui ne vont pas disparaître. C'est complètement différent, si vous voulez, donc ce n'est pas le même problème. Ils sont partout, dans le monde entier, mais par contre, les impacts ne seront pas partout, c'est simplement des impacts qui sont très ciblés, si j'ose dire. Voilà, donc à partir justement de la vindicte populaire, si j'ose dire, et puis il va remonter petit à petit du problème, il y a tout un ensemble de politiques qui ont été mises en place. Et la première, en fait, c'est la DCSN, la MSFD. Vous voyez, donc c'était en 2008. C'était important parce que jusqu'à 2008, moi je travaille sur le sujet depuis 1992, c'était quasiment ignoré. Donc il y avait quelques spécialistes, évidemment les spécialistes de l'industrie connaissaient le sujet, il y avait quelques spécialistes de l'environnement également, mais on n'en discutait pas, il n'y avait pas de portée politique. Et la DCSN, en fait, c'est OSPAR qui a poussé un petit peu, et 2 ou 3 États, ils ont dit que la pollution plastique serait considérée comme une vraie pollution, comme la biodiversité, comme la contamination chimique, comme l'eutrophisation. Et donc ça a été moteur dans la mesure où ils ont financé beaucoup de travaux, on a mis en place des réseaux de surveillance sur l'ensemble des côtes européennes et autres, et ça a généré énormément à la fois d'informations scientifiques et puis d'informations qui ont un caractère environnemental. Et donc du coup, il y a eu tout un ensemble de conséquences parallèles. Notamment donc, le monitoring, il faut savoir que maintenant on a une surveillance de l'ensemble des côtes européennes. Donc, on est nous-mêmes très impliqués dans ce travail-là. Je vous montrerai tout à l'heure ce qui a été fait. On a même un groupe technique du PGML qui s'occupe de donner les éléments à la Commission européenne, avec des représentants de l'industrie d'ailleurs dans ce groupe-là. On a également donc 80 sur la recherche, par exemple, 80 projets qui ont été financés en 6 ans, donc ça c'est considérable, c'est des millions d'euros. Et puis des initiatives comme Google, justement. Alors Google, il faut savoir que c'est une pays de la rive méditerranéenne. On leur a demandé de changer toutes leurs orientations et de tout focaliser sur les pollutions plastiques, avec des solutions, tout un ensemble d'initiatives locales et autres, parce que l'agenda politique s'est chargé, si vous voulez, dans le domaine, donc ça peut avoir des conséquences. Alors, il y a également donc, une directive sur la réception dans les ports, c'est important pour la pêche, parce que les ports vont être obligés d'avoir petit à petit tout un ensemble de problèmes de mise en place. Est-ce qu'il faut faire payer, qui prend en charge, est-ce que c'est l'industrie, est-ce que c'est les pêcheurs, est-ce que c'est les collectivités? Donc il y a encore tout un ensemble de questions, mais la directive est en train de se mettre en place et il va y avoir des mesures qui sont associées à cette. Donc là, c'est globalement, si vous voulez, ce qui se fait au niveau européen, avec comment dire, dernièrement, donc, la stratégie plastique a été mise en place, la directive sur les plastiques à usage unique, et tout un ensemble de conséquences. Notamment, par exemple, petit à petit, une partie microplastique est prise en compte par REACH, avec des obligations, notamment pour l'industrie. Des lois vont venir sur les pneus, sur les textiles, ce qu'on appelle l'éco-design, de façon à limiter justement la fragmentation et la genèse de particules. Sur la production, la rationalisation des procédures, notamment le transport des granulés par exemple, et bon, c'est anticipé déjà par l'industrie en général. Des bonnes pratiques également, et puis des nouveaux matériaux. Alors là, pour information, moi je suis personnellement à la littérature scientifique, et l'article est sorti quand même il y a un mois dans Nature Chemistry, c'est un très bel article qui a été fait par une équipe américaine. C'est un gros laboratoire, c'est le laboratoire Laurence, ça s'appelle en Californie. En fait, ils ont, dans la polymérisation des différents types de polymères, polyéthylène, le branchage, c'est-à-dire la réticulation, se fait avec des matériaux qui sont dégradables, qui sont recyclés, qu'on peut récupérer en mettant dans des acides forts. C'est un très très bel article. En fait, et donc ils ont des plastiques comme ça, ils mettent ce plastique fait avec des branchages entre les différents polymères, avec une molécule qu'on appelle le PDK. Ils prennent directement le plastique, ils le mettent dans l'acide fort, le PDK est détruit et ils récupèrent le polymère directement tel quel, qu'ils peuvent réutiliser des milliers de fois. Donc ils ont montré que c'était possible de recycler des milliers de fois ce type de plastique. Il y a les mêmes propriétés, c'est toujours du polyéthylène. Simplement, la réticulation est faite différemment. Et avant de constituer le plastique, on utilise un matériau qui permet justement ce recyclage. Donc il y aura encore des années avant de développer ce type de produit, mais typiquement, c'est le genre d'approche qui devrait être favorisé, comment dire, dans le futur, parce que là, il suffira de récupérer n'importe quel plastique, même mélangé. On va récupérer les différents polymères comme ça. Et ça, il y a un potentiel qui est assez important. Donc voilà, ça, c'est le genre, par exemple, de mesures qui vont accompagner la directive. Ils ont prévu, en 2018, ils avaient prévu de mettre 100 millions d'euros sur de nouveaux matériaux, tout un ensemble d'appels d'offres et autres. Il faut savoir qu'ils ont créé une mission, la Commission européenne. Alors,
il y a des règles de financement qui sont classiques, si vous voulez, Horizon 2020, des choses comme ça, différentes DG environnement, DG MARD et autres. Et à côté de ça, ils ont créé 5 missions récemment, des missions dans l'esprit de la Commission européenne. Alors, il y en a eu une sur les graphènes il y a 5 ans, qui c'était au niveau d'1 milliard d'euros. Les graphènes, ce sont des polymères des monocouches de carbone qui sont très résistantes et qui pourraient remplacer l'acier. Donc, un potentiel de développement industriel très important, avec énormément de travaux dessus. C'est très très cher, mais malgré tout, c'est tellement intéressant qu'ils ont décidé de financer des gros travaux là-dessus. Et là, cette année, ils ont décidé de faire 5 missions. Donc, il y en aura une sur les smart cities, il y en aura une sur la recherche sur le cancer, il y en aura une sur le climate change, et il y en aura une sur les sols et puis la qualité alimentaire. Donc, ça intéresse directement l'agriculture. Et il y en aura une sur les océans en bonne santé, Healthy Oceans, ils appellent ça. Et donc, 80% de la mission sera vraisemblablement sur toute l'économie circulaire, c'est-à-dire recyclage, traitement des eaux, travaux océanographiques et autres. Et donc, ils vont annoncer ça dans les 1-2 ans à venir, si vous voulez. Enfin, les décisions sont déjà prises, mais ça veut dire des financements de l'ordre d'1 milliard d'euros uniquement sur le sujet, si vous voulez, de prétexte des marinités. C'est quand même important parce que ça change complètement la donne par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent, et on sent bien petit à petit la manière dont l'agenda politique se charge avec toutes les mesures qui sont prises, et quand même des mesures d'accompagnement et de financement, c'est assez important. Voilà, donc alors quels sont les enjeux? En fait, c'est des nouvelles techniques, par exemple les mesures les plus simples. Vous voyez, on a par exemple dans certaines régions, en Corse, on est en train de faire ça sur la région PACA, on a l'inventaire de toutes les zones où s'accumulent les déchets, on sait exactement où ils sont. Ça nous permet de comprendre les prédictions avec les courants, par exemple, mais ça nous permet également de voir s'il y a des mesures à faire des nettoyages, exactement où il faut aller. Donc on commence à avoir ce type d'information, c'est relativement simple, ça n'a jamais été fait systématiquement, ça commence. On a également des drones, donc des drones aériens, on a des drones marins également, qui nous permettent d'avoir des données. On a des approches qui sont de risque, par exemple, vous voyez en haut, c'est la distribution des tortues, en bas, toute la partie droite. En bas, c'est la distribution des déchets. Quand on croise, en fait, on transforme ça en probabilité, on a des cartes de répartition ou des cartes de zone où les espèces sont à risque. Donc on sait très bien que, par exemple, en période estivale, c'est un petit peu différent en hiver, en période estivale, à l'est de la Corse et de la Sardaigne, il y a une zone où toutes les tortues sont susceptibles de rencontrer des déchets et donc de les intégrer. Donc on commence à avoir des approches comme ça, et ça a été fait également pour les poissons de surface, les poissons pélagiques, sardines et autres, et la présence de microplastiques. On sait exactement les zones dans lesquelles il peut y avoir un risque, si vous voulez, d'ingestion, et donc si on fait des farines de poissons, des poissons qui viennent de cette zone, on a toutes les chances d'avoir des microplastiques, par exemple, dedans. Alors, ce n'est pas important si vous voulez en termes de santé publique, parce qu'on n'est pas à des niveaux, mais malgré tout, on a l'information, et donc on peut généraliser, on peut modéliser les populations de poissons, modéliser les distributions de plastique, et commencer à avoir des informations sur les zones où il y a des risques, si vous voulez, d'ingestion et sur les produits de transformation, par exemple. Après, on travaille sur les mesures de petites particules, et puis également, donc ça c'est anecdotique, enfin c'est quand même un indicateur intéressant pour nous, et c'est une réalité, c'est donc les oiseaux qui font leur nid avec des déchets. Ils apprécient particulièrement certains types de déchets, notamment les branches de lunettes, parce que ça ressemble à des branches de bois, ou bien des morceaux de filet, parce que c'est très 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 doux. Et donc, alors, il y a eu des cas où il y a des oisillons qui ont été pris dans les filets et autres. Il faut savoir que dans certaines zones, par exemple Cherbourg, 100% des nids ont des déchets dans 100% des nids ont des déchets dans leur constitution. Et dans certains lits, ça peut aller au-delà de 20 déchets, si vous voulez. Moi, j'ai vu en Basse-Californie des nids d'aigles pêcheurs, par exemple, c'est pratiquement fait qu'avec des déchets. Donc ça, c'est impressionnant parce que c'est des gros nids. Et donc, on a vraiment l'impression que c'est un tas d'ordures, en fait. On voit tous les oiseaux qui sont dedans. Et donc, ça change un petit peu les comportements. Et donc, alors, on en rit, mais moi, j'en ris aussi forcément, si vous voulez. Après, dans le fond, c'est quand même triste de voir des situations comme ça. Bon, eux-mêmes s'en arrangent. Voilà, donc on a également au niveau européen, suite à la directive, il y a un exemple, c'est les bancarisations de données. Donc on a toutes les données, alors en haut, il manque l'Italiop, en fait on a les données, toutes les données de déchets sur les fonds. Il y a des campagnes d'évaluation des stocks de poissons pour la définition des quotas. Et donc on sait exactement où sont les plastiques, où sont les engins de pêche, on sait sur les fonds, systématiquement. On a également sur les plages, ici c'est sur les plages. Et donc, même dans les endroits les plus reculés de l'Europe, notamment la partie danoise, le Groenland et l'Islande, on sait exactement ce qu'il y a comme déchets, d'où ils viennent, pourquoi. Et donc ça, en termes de mesure, c'est important parce que ça permettra justement d'affiner un petit peu. Et puis ici aussi, de voir comment dire, de suivre les mesures. C'est-à-dire que l'interdiction actuelle des plastiques à usage unique, notamment des sacs, des bouchons de bouteilles, des choses comme ça, enfin des rattachements,
on devrait voir baisser. Et donc ces outils-là, ça va nous permettre de voir justement au niveau européen comment ça évolue en quelques années. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que ça a été fait. Alors, après l'Europe, il y a donc, toutes les approches globales. Alors, il y a les Nations Unies, donc ça c'est le mot magique si j'ose dire. Et après, il y a un ensemble d'initiatives associées. Vous avez ce qu'on appelle OA2, c'est un bilan, si vous voulez, de l'océan mondial, dans lequel il y a tout un chapitre sur les schémas. C'est moi-même d'ailleurs qui suis responsable de l'écriture. Après, vous avez les objectifs de développement qui ont été définis par les Nations Unies, donc objectif 14.1 sur les plastiques. Vous avez tout un ensemble d'agences de l'ONU, la FAO par exemple, qui travaille sur il vient de créer un groupe sur les déchets issus de la pêche. Vous avez l'Organisation mondiale pour la santé, l'Organisation maritime internationale également, qui travaille dessus. Et puis vous avez l'Assemblée générale des Nations Unies qui a décidé à Nairobi justement de limiter l'utilisation des plastiques. En fait, ça représente et qui se base sur les actions, ce qu'on appelle les conventions des mers régionales, c'est vrai. Donc il y en a une en Méditerranée, c'est le pôle, il y en a une en Atlantique, ça s'appelle OSPAR. Et ce sont des conventions qui sont les bras armés des Nations Unies, en fait, et ce sont elles qui mettent en place les suivis, les opérations de nettoyage, des mesures. Il y a un plan d'action, par exemple, OSPAR, d'ailleurs, Plastic Europe est impliqué dedans. Et donc, les décisions sur les réceptions dans les ports, par exemple, c'est de là que ça vient, en fait. Donc, c'est le système des Nations Unies, les États sont représentés. À partir du moment où ils rentrent dans la Convention et que les décisions sont prises, ils sont tenus. C'est quand même contraignant. De plus en plus, le plan en Méditerranée, par exemple, est également contraignant. Et donc, petit à petit, on doit arriver à avoir des mesures. Et puis, il y a des groupes techniques, si vous voulez, sur l'impact du plastique, des choses comme ça qui complètent. Alors, ça, c'est important parce que les Nations Unies, quand même, c'est des décisions qui sont globales. Il y a des pays qui poussent, par exemple, les pays qui ne produisent pas de plastique. Eux, ils sont favorables à les interdictions, parce que de toute façon, ils n'ont pas de risque économique. Et par contre, ce qui a été discuté à Nairobi, justement, il y avait des pays qui voulaient absolument interdire systématiquement les plastiques, et d'autres qui disaient, ben non, on a quand même une production, on n'arrête pas comme ça, et puis il y a quand même un intérêt au plastique, on ne peut pas simplement arrêter des choses comme ça. Donc il y a quand même encore des discussions, il y a des fois c'est pas toujours. Et puis la dernière convention qui a fait l'objet d'une décision, c'est la convention de Bâle, donc qui donne l'autorisation, enfin qui impose de donner l'origine des déchets plastiques qui ont été inclus dans la liste des déchets dangereux, en tout cas pour certains d'entre eux. Et donc les pays maintenant peuvent prendre la décision, de ne plus recevoir de déchets simplement parce que ça rentre dans la convention de Bâle. C'est ce qui s'est passé avec les pays d'Asie du Sud-Est qui refusent maintenant de prendre des déchets qui viennent de l'Amérique du Nord, du Canada ou d'Europe, l'Amérique du Nord ou d'Europe, simplement parce que ils ne veulent pas simplement se servir de poubelles à tous les pays. Et c'est la Convention de Bâle qui leur permet de faire ça, en fait, et c'est une décision de transmettre simplement. Voilà, donc en France, là c'est plus local. Alors il peut y avoir d'autres initiatives, d'autres ministères qui sont impliqués, mais globalement, il y a la défense, il y a les préfectures maritimes, donc en charge, c'est les DIRM, donc les plans d'action pour les milieux marins, curieusement c'est la défense, mais c'est comme ça. Et puis il y a le ministère de l'Environnement, bien évidemment, avec différentes directions. Donc il y a la direction de la prévention des risques, donc toutes les interdictions, toutes ces mesures-là, c'est la DPR en fait. La DED, qui a plutôt en charge la DCSNM, tout ce qui est surveillance et autres. La direction des relations internationales qui gère toutes les conventions internationales, l'UNEA, G7, G20. Il y a des groupes, donc le CFO, c'est un comité France-Océan qui vient de donner des recommandations hier qui vont être publiées dans très peu de temps, qui seront complémentaires, comment dire, c'est des recommandations, ce n'est pas des décisions, qui seront complémentaires des mesures qui viennent de la directive européenne, transposées dans la loi française, et puis la DCSNM. Et sinon, le ministère de la Recherche également, donc il y a un groupe de recherche, principalement CNRS, j'en fais partie moi-même, l'ANR qui finance des projets et autres, et voilà globalement comment ça fonctionne. Donc il y a des initiatives, je crois par exemple, se situe un lien avec je pense que c'est la DEB, je crois, quand je me souviens, donc il y a des liens comme ça. Et puis, alors, rapidement, parce que ça va être un petit peu long maintenant, voilà des exemples de surveillance du littoral français. Donc c'est des données, c'est l'IFREMER, on a en charge justement ces programmes-là. Donc en haut à gauche, vous avez toutes les mesures sur les déchets flottants. En fait, on a des observateurs. Dès qu'il y a des campagnes d'évaluation des stocks de poissons, dès qu'on a des campagnes d'évaluation des stocks de poissons, en fait, on a des observateurs qui observent, qui comptent avec des protocoles qui sont très très stricts. On a la composition, on a la répartition, on a la tendance, on peut voir si ça évolue, et ça permet d'alimenter le rapportage à la Commission européenne, et éventuellement donc, de prendre des mesures, si c'est nécessaire, en tout cas de demander au ministère, pour la Commission européenne, de demander au ministère de les prendre. Donc
voilà les déchets sur les fonds, on a des compositions, et c'est exactement quels sont les types de déchets. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la directive plastique et usage unique, les données viennent de ces campagnes-là. C'est un petit peu comme la Commission européenne utilise les données des campagnes de stock de poissons pour les quotas. C'est un petit peu la même chose, et ce sont les mêmes campagnes, en fait, ça a été fait à moindre frais. On arrive à récupérer les données sur les déchets marins. Donc voilà les tendances, et finalement, ça peut changer sur les 6 dernières années. Donc voilà des programmes à échelle européenne. Vous voyez que le Pays Basque est quand même très touché. Ça, c'est les déchets sur les fonds, parce qu'on reçoit beaucoup d'Espagne. Et en été, ils reçoivent du golfe de Gascogne du Nord, ça descend vers le sud, et en hiver, vers l'automne, ça vient du long de la côte d'Espagne, et donc ils reçoivent tout le temps, en fait, au Pays Basque. Ils ont un problème particulier, et ils n'ont jamais pu le régler. Il y a même eu des Espagnols qui disaient que les Français allaient dans les supermarchés espagnols, acheter, et quand ils rentraient en France, ils jetaient en plastique espagnol. Voilà, donc ça, dans la Méditerranée, ça c'est des cartes de répartition de déchets sur les fonds également. Et ça permet justement de voir quelles sont les zones les plus touchées. On a également des campagnes grands fonds, il faut a une spécialité dans le sous-marin et autres. Et donc on a des données qui sont assez originales. Et on sait exactement les régions, par exemple les Cayons, c'est là où on a le plus. Et on sait à peu près la composition, par exemple ceux qui viennent de la pêche. Après, les microplastiques, c'est la même chose. On a des cartes de répartition, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on sait exactement, là aussi, quelles sont les tendances ou pas. Et puis, donc, il y a une question, c'est la question des plastiques agricoles. Donc, quand même. Donc, tout un ensemble d'activités, donc le paillage, l'épandage de bouts d'épuration. C'est important, les bouts d'épuration. Il y a des pays où il y a des réglementations. Il commence à y avoir des réglementations parce qu'il y a beaucoup de microplastiques, en fait. Et de plus en plus, parce que les stations d'épuration ont de plus en plus traité le problème de microplastique avec des modules tertiaires pour ça. Et donc il y a des zones, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, notamment dans le sud de l'Espagne, il y a ces rivières avec de temps en temps des apports extrêmes, comme ça. Et puis donc voilà, tout ce qui est paillage, serre, et puis... donc ça, c'est pour ouvrir un petit peu la discussion. Mais avant d'ouvrir la discussion, quand même, je voudrais vous montrer des images. Alors ça, tout d'abord, on va montrer les images. C'est une photo que j'ai prise au Gabon, c'est à Libreville. Et ça m'a un petit peu touché, si vous voulez, parce que bon, c'est un totem, en fait. Un totem qui est assez grand, il peut faire une dizaine de mètres, qui est très très grand. C'est pour ça que j'ai pris dans le en fait, avec le zoom. Et donc, il est fait avec des déchets qu'ils ont récupérés sur la plage. En fait, il était très très beau et très expressif. Et ce qui est un petit peu triste dans l'histoire, c'est que c'est inconscient, en fait. Les gens ont fait ça, ils ont fait pour eux, je pense que c'est tout à fait naturel, mais ils ne réalisent pas, en fait, que c'est, comme on dit, c'est des déchets. Voit, si vous voulez, mais il ne voit pas la portée, si vous voulez, du geste, où finalement on en est à récupérer quels que soient les déchets, en faire quelque chose et leur donner un caractère sacré. Et ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu, comment dire, un petit peu triste, parce que justement, si on sacralise un petit peu, si vous voulez, comme dans le football, on connaît le football, d'ailleurs je regarde de très bons matchs, quand on voit la Ligue des Champions, il y a toujours des musiques sacrées aussi, et c'est pour sacraliser un petit peu le tout, alors qu'en fait on voit la balle. Et là c'est un petit peu pareil, c'est des déchets, si vous voulez, et on sacralise. On sacralise un petit peu ça, et j'ai trouvé que c'était profondément triste. C'est une vision personnelle. Alors, ce que je vous propose, c'est donc, avant d'ouvrir la discussion, c'est de vous montrer quand même ce film. Alors, je vais essayer de se ici. Donc là, c'est une campagne qui a eu lieu il y a 6 mois. C'est une campagne qui a eu lieu il y a 6 mois, c'est à 2200 mètres de fond. C'est un sous-marin Guifremer, donc c'est l'Atalante avec Victor. Et bon, c'est des images qui ont été diffusées sur Antenne 2, il y a eu un reportage de 2 minutes. Ils ont même fait un petit film de 2 minutes sur Facebook, qui on a réuni à 9,2 millions de vues. Et alors qu'on ne cherchait pas, c'est pas du tout notre objet, comment dire, de communiquer là-dessus. Vous voyez, donc, en fait, on a des zones d'accumulation comme ça, et donc il y a tous les types de plastique. Dans ce cas-là, on n'a pas trouvé de bouteilles, alors que dans d'autres cas, on a beaucoup de bouteilles, par exemple. Les vieilles bouteilles, ça peut remonter à 50 ans. D'ailleurs, là, les spécialistes nous ont dit qu'avec la forme, c'est justement des. Et donc, il y a des endroits où ce n'est pas très très engageant. En fait, donc là, c'est 2200 mètres de fond. C'est au large de Nice, Monaco, Impérial, toute cette partie-là. On a les mêmes images sur Toulon, sur Marseille. Chaque fois qu'il y a un canyon, en fait, on passe une grande ville. Ça canalise un petit peu tous les déchets qui descendent, soit avec des courants de turbidité, soit avec le poids, et qui vont s'accumuler dans des régions, dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de courant. Et alors, il y a des algues aussi, vous voyez, c'est des espèces d'algues mortes qui font ce tapis-là, et puis de temps en temps, vous avez des nappes comme ça. C'est pas partout, hein, c'est pas tout le fond de la Méditerranée qui est comme ça, mais régulièrement, on peut trouver ce genre de situation. Et donc voilà, là, il y a des bouées de pêcheurs, par exemple, là, on avait des moments où il y a des endroits où on bouteille, il y a des pots de peinture, il y a des seaux, et voilà.
Donc, s'il y avait un message à faire passer, c'est simplement de temps en temps se souvenir que le fond de la mer, en fait, il n'est pas aussi magique que ce qu'on peut espérer. En descendant, j'ai eu l'occasion de descendre 8 ans sous-marin. À chaque fois, on descend, puis on attend, comment dire, une nouvelle espèce, un trésor, une épave, quelque chose qu'on est très attiré. Et régulièrement, on arrive sur des zones comme ça, et c'est un petit peu frustrant. Donc, voilà. Donc, c'est simplement pour dire que ce n'est pas un tapis, si vous voulez, qu'on soulève, on met toute la poussière. Malgré tout, à un moment ou à un autre, il faudra que ça se lève. Je pense que moi, je suis assez optimiste de nature. À partir du moment où petit à petit, ça prendra du temps, les choses se mettent en place, on va arriver quand même à aller dans le bon sens. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Parler trop vite. Voilà. Voilà, envers. Merci beaucoup. Oui, Pierre Bonnettino, bravo pour cette présentation que je trouve assez objective et assez neutre. Et je voulais justement avoir votre opinion sur cette question de l'information scientifique sur ce sujet du marine meter. Je vais prendre 2 exemples récents. On a vu la question, enfin vous avez abordé rapidement la question des gyres dans la Méditerranée. Et pour mettre un peu intéressé à ce sujet, on lit tout et son contraire. On lit tout et son contraire et on s'interroge sur les sources, sur la méthode. Et ma question sera, en tant qu'expert indépendant, comment pensez-vous que pourra se structurer une information objective sur ces sujets de la pollution marine? Je vais prendre un deuxième exemple pour vous. Il est sorti, je crois, il y a 2-3 jours, un rapport de l'ONG, je ne sais plus laquelle, qui annonce, alors, sources, etc. Là, il faudrait vérifier tout ça, ça demande un gros travail. Est-ce que vous le faites? Que la France est à l'origine d'un tiers, je crois, des pollutions dans la Méditerranée. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Ça va complètement à l'encontre de toute la question des gîtes. Donc, on est, comme sur d'autres sujets, et notamment des sujets qui touchent l'agriculture, parce que c'est pour ça que je vous pose ces questions, c'est qu'on est, je pense, dans le secteur agricole, hyper sensibilisé sur les questions de fake news, hein, puisque les fake news, on s'en prend tous les jours. Oui. Comment vous voyez les choses? Est-ce que l'IFREMER va jouer un rôle dans la diffusion d'informations de référence et va remettre un peu d'ordre là-dedans? Comment vous voyez les choses? En fait, on ne peut pas, l'IFREMER, on est complètement neutre, donc on est capable de donner des explications. Par exemple, les GIR, les zones de convergence dans la Méditerranée, l'information, ils ont associé mon nom. En fait, ce qui s'est passé, c'est que RCFM, de Radio Corse, a été sollicité, je ne sais pas par qui leur a dit qu'il y avait une nappe de déchets. Donc, eux m'ont téléphoné, comme on est expert et qu'on connaît bien la circulation, ils m'ont demandé d'expliquer. Donc, moi, j'ai expliqué comment ça pouvait se former, quelle pouvait être l'ampleur. En fait, c'est quelques centaines de mètres, c'est des masses d'eau qui ne peuvent pas se mélanger. Et très souvent, on a des branchages, ça fait quelques centaines de mètres, ça fait quelques kilos ou dizaines de kilos de déchets, si vous voulez. Mais il y a des gens qui parlent tout de suite d'une nappe de déchets. Voilà. Après, l'information est partie. Nous, on explique, on ne peut pas maîtriser ça parce que ce n'est pas notre métier, en fait. Et par contre, on est complètement neutre, on est complètement clair. Et par contre, on a été contacté par la PEMAR, on a discuté, ils ont envoyé un avion, ils n'ont pas trouvé de nappe. Donc, il n'y avait même pas de nappe, en fait. Alors, il peut y avoir une petite nappe qui fait 1 km, 500 mètres, qui s'est disloquée en quelques heures, ça existe, on en voit, hein. Sincèrement, ça arrive. Mais j'ai vu 100 millions de tonnes de déchets, c'est même pas, comment il faut savoir, c'est la quantité dans l'océan mondial de déchets flottants, c'est 300 000 tonnes. C'est-à-dire que c'est 1 millième de la production mondiale annuelle. Donc là, c'est de l'accumulation sur plusieurs dizaines d'années. Donc on n'est pas du tout, alors il y a beaucoup plus au fond, comme vous avez vu, et on n'est pas du tout dans le registre de ce qui est annoncé. Et c'est vrai que de temps en temps, il faut savoir, en 2016, il y a eu l'interdiction des sacs plastiques, le remplacement par les sacs biodégradables. On avait été conviés à la conférence de presse de Mme Royal, et en fait, elle a présenté le sujet, elle a parlé des continents plastiques. Dans son esprit, si tu veux, elle était figée. C'était déjà donc, une communication qui a été faite. Pour la petite histoire, en fait, les zones de convergence, vous allez dans le chapitre La mer des Sargasses de Jules Verne, il va vous décrire l'accumulation de déchets dans la gire de la mer des Sargasses. C'est déjà connu depuis 150 ans. Simplement, c'est le capitaine Moore, c'est un aventurier, c'est un officier marine à la retraite, qui a parlé, qui a transformé ça en image de continent plastique. Donc la mayonnaise a pris en Californie, et après, petit à petit, c'est venu en Europe, et donc le mal était fait. Et pour changer ça, c'est excessivement difficile. Et l'information, ça vous pénalise. Et moi, j'ai vu des gens, j'ai rencontré un jeune, il est allé voir la gire atlantique, il n'a jamais trouvé.
Et donc, évidemment, il a réalisé que c'était des outils, si vous voulez. Et donc, ça fonctionne comme ça. Après, les médias, nous, on n'a pas l'impression, on n'est pas pouvoir. On n'a pas, on est complètement dépendant, on est soumis comme n'importe qui. De temps en temps, on est sollicité, on répond, on a des arguments pour répondre, mais on ne peut pas, comment dire, imposer quoi que ce soit. Vous n'avez pas de mission aujourd'hui d'information Absolument. par des avis, par exemple. Non. Alors, on a l'état de l'art sur tel ou tel point. Alors, si, on est sollicité, par exemple, il y a des réunions parlementaires, il y a des réunions, comment dire, au ministère de l'Environnement et autres, donc on intervient et on nous donne des données, mais c'est formel. On a des données qui sont à la fois financées. Moi, je suis en partie payé largement, d'ailleurs, par le ministère de l'Environnement pour assurer le rôle de générer l'information. Et c'est pas moi qui fais la communication. Par contre, je suis en mesure de répondre à des questions, et nous, on donne l'information, si vous voulez, qu'on a. On est très neutre. Et on comprend très bien qu'il y a des excès, ça va partout. Il y en aura de plus en plus parce que le sujet a pris l'envergure, parce qu'il est devenu, comment dire, global, et que donc ça va exactement comme pour le climat. Il va y avoir des arguments pour, des arguments contre, et avant que ce soit tranché, il y aura peut-être même des erreurs au niveau des politiques, sur leur positionnement par exemple. Et ça, après, ça c'est tout nous, si vous voulez, nous on fait notre boulot, et puis c'est tout, on n'a pas de. Donc, vous comprenez notre position, on n'a pas du tout. On est sollicité, donc mon nom a parlé régulièrement, si vous voulez, mais ce n'est pas nous qui générons des informations comme ça. Nous, on répond simplement à une situation, on explique pourquoi. Oui, merci pour cette présentation très intéressante pour le monde de la mer, enfin, pour les professionnels de la mer. Et effectivement, je rejoins ce que disait Pierre Delphine à l'instant, on a un vrai souci avec les professionnels de la mer, c'est que ces informations-là que vous détenez n'arrivent même pas jusqu'aux professionnels eux-mêmes. On devrait trouver plus d'occasions de ce que vous dites est passionnant pour les professionnels de la mer. De savoir où est exactement le problème. Nous sommes aussi. Et voilà, donc je crois qu'il faut qu'on trouve des moyens de. Parce que nous, on peut communiquer en revanche. On peut, à partir du moment où vous avez, vous, les données, les études qui existent, qui sont trouvées quelque part, on peut nous les relayer en tant que structure professionnelle. C'est là, je pense qu'il faut qu'on puisse aller ensemble. En tout cas, tout ce que vous dites est passionnant. Merci. Mais vous comprenez bien, nous, on n'est pas communicant, en fait. On a un service de communication pour la direction, et on répond sur des arguments scientifiques, si vous voulez, on ne sort jamais de ça. Oui, encore une fois, merci pour cette excellente présentation qui est pleine de pédagogie. Nous n'avons pas été assommés de ratios, de chiffres, etc. En tout cas, c'est un exposé extrêmement clair. Et alors moi, je réfléchissais à un petit peu de prospective. Hein. On met en marché, je sais pas, 360 millions de tonnes de plastique. Dans 20 ans, dans 30 ans, il faudra nourrir 9-11 milliards d'habitants. On va encore utiliser beaucoup plus de plastique. Nous-mêmes, en agriculture, on va avoir une consommation très forte de plastique. Et alors, si on raisonne en termes de pollution, on s'aperçoit quand même que on a bien identifié le problème. Bien sûr, on a encore à augmenter notre niveau de connaissances, mais il y a des études qui sont là pour voir ça. On s'aperçoit qu'il y a des actions qui sont prises, hein, et la directive sur les plastiques à usage unique, ça fait partie des actions qui sont prises. J'imagine que la prise de conscience dans les pays qui sont grands pourvoyeurs de déchets marins, même s'ils n'ont pas beaucoup de moyens, il y a quand même une réflexion. Et alors, si on se place à 10 ou 20 ans d'ici, comment est-ce que quelle est la vision que l'on peut avoir justement sur la continuité de ces flux qui arrivent en mer et est-ce qu'on a une petite perception de savoir si on va arriver à réguler, à limiter, je ne veux pas parler de les supprimer. Je pense que la production va continuer à augmenter parce que les besoins vont augmenter tout simplement. En fait, c'est la gestion de la fin de vie qui va changer. Et donc, les gens seront informés, déjà, c'est quand même assez important. Il y a des pays d'Asie du Sud-Est, par exemple le G20, a typiquement décidé de donner les fonds de la Banque mondiale pour non pas aller nettoyer les océans, parce que ça très bien que ça n'a pas de sens, mais pour développer les infrastructures, donc c'est l'emploi. Le recyclage, les nouveaux matériaux vont arriver, et donc la recyclabilité va probablement s'améliorer. C'est un gisement, en fait, c'est quand même des ressources à terme, et donc il y a un secteur qui va se développer là-dedans. C'est un peu forcé au départ, on ressent un peu comme ça, par la directive, et malgré tout, c'est quand même, vous savez, le recyclage, c'est quand même le
seul domaine dans lequel il y a un accord de tous. Donc tout le monde est d'accord. Donc, je ne pense pas qu'il faille freiner ce type de démarche. Et donc moi je vois plutôt qu'on rationalise. Quand on était associé, les Freinet, on était associé à l'opération de remplacement des sacs plastiques à l'époque en 97 avec Leclerc. Les grandes enseignes, notamment Leclerc. Et en fait, le système pour eux, c'était de limiter le nombre de sacs en remplaçant par des sacs qu'ils vendaient, simplement parce que ça leur permettait d'éviter de payer une taxe à l'époque, donc c'était un problème de gestion. C'était affiché, donc on fournissait nos argumentations, c'était affiché comme une gestion environnementale du problème, ce qui était en partie vrai, mais qui n'était pas totalement vrai, parce que c'était vraiment un problème de gestion interne. Moi, je ne suis pas du tout contre ça, au contraire. Simplement, les conséquences, l'industrie a vendu plus de plastique parce que les gens achetaient des sacs, l'environnement en avait moins, alors les consommateurs payaient, mais consommaient moins aussi petit à petit, et le client gagnait. Donc c'est un problème de gestion gagnant-gagnant, si vous voulez, gagnant-gagnant. Et dans un cas comme ça, je trouve que c'était très 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 bon. On est quand même passé de 30 milliards à l'époque à quelque chose comme 15 milliards de sacs qui ont été distribués, des sacs de sortie de caisse. Et donc quelque part, je n'ai pas les chiffres exacts, si vous voulez, dans discutant avec Pierre Louis, par exemple, typiquement, c'était des opérations qui, au début, inquiétaient l'industrie. Je me souviens, elle avait téléphoné, elle avait dit, oh là là, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez, tout ça. Et puis finalement, on était tout à fait d'accord, parce que quelque part, c'était quand même positif. Donc il y a des mesures comme ça qui sont simplement des mesures de gestion qui peuvent résoudre en partie les problèmes. Voilà. Donc moi, je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il faut travailler. Des nouveaux matériaux, ça ne change rien, comme on dit évidemment. Si on a des plastiques qui seront 100% recyclables des milliers de fois, forcément, comment dire, on pourra produire peut-être beaucoup plus de plastique. Ce sera des voies de production peut-être un petit peu différentes, mais on pourra utiliser plus de plastique parce qu'il y aura moins de crainte, il y aura moins de limites. Donc je ne peux pas vous dire ce que seront les choses à l'avenir, qui peut le faire. Mais sincèrement, moi, je suis plutôt optimiste parce que je pense que, par contre, il faudra du temps pour voir diminuer les plastiques en verre. Ça, c'est une certitude, parce que là, ils ne sont pas recyclables, donc ils ont très très peu de valeur. Si vous voulez, c'est très cher pour les chercher. J'imagine mal, comme je vous disais tout à l'heure, à part des filets de pêche qu'on peut réparer, j'imagine mal qu'on aille chercher des plastiques au fond de la mer. Ou alors pour vous donner une image. Ouais. Bonjour, Bijou, service d'outre-mer. Je souhaiterais avoir des éléments d'information éventuellement, savoir ce qui est fait en termes de connaissance de la situation en outre-mer. En outre-mer, on a fait 80% de la biodiversité française, la majeure partie de l'espace maritime français, des gros problèmes sur la partie qui nous concerne de gestion des plastiques en agriculture. Donc, j'aimerais avoir quelques éléments sur. Alors, sur la partie plastique en agriculture, je suis pas mal placé pour répondre, parce que je connais bien l'outre-mer pour y avoir habité de nombreuses années. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le domaine des mariniteurs, à proprement parler, il y a des travaux. Il y a l'Université de la Réunion, Kélonia par exemple, qui ont fait des bilans sur la Réunion. Il y a des travaux qui ont été faits, une campagne qui vient de se terminer, il y a des bilans complets sur les éparses, par exemple. Il y a également des travaux à l'Université du Pacifique à Tahiti. L'IFREMER a des travaux sur le plastique de la permaculture, par exemple, parce qu'en fait, il y a eu des rejets dans certains lagons qui sont assez importants. En Nouvelle-Calédonie, il y a également sur le Chesterfield, par exemple, tous les apports de plastique. Il y a également dans la région de Nouméa, il y a des travaux qui ont été faits. Et donc, il n'y a personne qui n'a pas conscience du problème. Et ça suit normalement. Il y a même, qui est prévu au niveau du ministère de l'Environnement, un programme qui s'appelle le programme d'acquisition de connaissances. Je crois que c'est la mesure 38 de la loi de la transition écologique qui a été votée en 2013. Ça a été retardé, sa mise en place pour des questions financières et d'autres priorités. Et c'est prévu, et donc il devrait y avoir des financements de la recherche sur place. Et pour information également, je suis moi-même dans un comité avec Madame Génaud, du ministère, pour un appel d'offres sur des mesures de récupération, des mesures pour les pêcheurs, justement, pour les déchets issus de la pêche, pour les récupérer, les réutiliser, les recycler. L'appel d'offres va sortir dans quelques semaines, et donc des financements qui sont dédiés et uniquement pour les territoires ultramarins. Donc il y a vraiment, c'est pris en compte, si vous voulez, et sincèrement, c'est un sujet, en plus, si vous voulez, le sujet des mariniteurs, vu l'ampleur que ça a pris, on ne peut pas imaginer que les spécialistes de la biologie marine, de l'environnement dans les territoires marins, si vous voulez, laissent ce sujet de côté, au contraire. Donc on sent vraiment qu'il y a de plus en plus de personnes qui travaillent dessus. Voilà. C'est un gros barbier. Merci pour votre exposé qui est très pragmatique, qui nous ouvre les yeux d'une part et nous fait prendre conscience de ce problème-là. Ça fait quand même qu'on est très conscient, puisque on est ici impliqué dans le monde de l'agriculture, mais également dans le monde de l'industrie. On aurait juste faire moins des questions, mais un apport. Quelques apports, on avait ces petits granulés. Oui. Sachez qu'il y a un programme qui a été lancé par Plastics Europe, qui est le programme Clean Sweep. C'est des industriels comme nous et comme beaucoup d'autres dans ce
ça travaille pour faire ça. C'est quand même important. Deuxième point que je voulais souligner, c'est que la pollution marine, une étude a été menée, elle tient à 2% de l'Europe et de Nord-Amérique. Donc c'est-à-dire que 98% vient d'Asie et d'Afrique, et principalement par 10 fleuves, dont 8 en Asie et tout ça. Donc tout ça pour dire, et c'est un petit peu voir le totem qui est à la fin de notre exposé, il faut que, on ne jette pas, ça rejoint ce que vous avez dit, évidemment, mais il faut aussi que les populations liées à ces déchets, notamment l'Afrique et l'Asie, bien qu'ils aient conscience que ces déchets ont une valeur. Et qu'aujourd'hui, le monde de l'industrie, dans le recyclage bâtiment, vous en avez parlé, mais également par la valorisation énergétique, par la valorisation chimique, tout cela nous permet de refaire de la matière première qui permet effectivement de tourner. Et moi, ce que je voudrais vous voir, c'est plus souvent, vous entendez plus souvent dans les réunions, moi je sais qu'il y a beaucoup de réunions, que ce soit au ministère de l'Environnement, au ministère de l'Industrie et autres, et on n'a pas tout, voire à l'Assemblée nationale, et on n'a pas toujours cette vision objective que vous avez là, et c'est vrai que je tiens personnellement à vous féliciter, parce que souvent, ce n'est qu'à charge. C'est-à-dire que, comme c'est à charge, il faut supprimer. Comme il faut supprimer, il faut interdire. Et quand on interdit, on se pose rarement la question de la substitution. Certes, interdire le plastique, un emballage par exemple, mais le remplacer par quoi? Par quel matériau? Par du verre, par du carton, par du papier? Est-ce qu'on est conscient de l'impact environnemental de ces produits? Après, moi personnellement, j'ai du mal à cerner si vous voulez les intérêts des différentes parties prenantes. En termes de recyclage, par exemple, je ne comprends pas du tout, en fait. C'est très mystérieux. Mais je comprends qu'entre, par exemple, le problème des conduits, hier soir, j'ai mangé avec un responsable de vacances propres, des responsables de vacances propres, donc on a discuté, et manifestement, il y a des préoccupations sur les consignes, savoir qui paye, les maires ou autres. C'est des questions, si vous voulez, qui m'échappent complètement, parce que nous, on est scientifiques, et donc, inversement, on serait preneur d'informations éventuellement. Mais ce que je veux dire, par exemple, c'est que l'exemple que je citais tout à l'heure des sacs plastiques et l'intérêt pour l'industrie, j'ai participé à Polytalk la VAC l'année dernière, par exemple, on a discuté avec des spécialistes, et eux, pour le transport des granulés, ils ont des solutions qui sont avantageuses pour eux, pourquoi pas, mais qui sont quand même intéressantes. Donc, ils ont des plastiques qui sont plus souples et plus épais, et donc même si on donne un coup de couteau dedans, le couteau il s'enfonce, et le sac ne casse pas. Donc il y a des possibilités simples, probablement, de limiter les risques de perte. Après, il y a aussi les armateurs, les bateaux, il faut qu'ils fassent attention. C'est pas seulement les fabricants de granulés, si vous voulez, qui sont responsables de la perte. Donc c'est un petit peu comme le transport du pétrole en mer, c'est le même problème, c'est le problème de transport maritime. Mais il y a des solutions qui, nous, il n'y a rien contre le plastique, au contraire, on a compris l'intérêt en chirurgie, c'est léger, c'est tout un ensemble d'applications, si vous voulez, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. C'est simplement le fait que tout le monde, c'est pas seulement les gens de l'industrie ou les consommateurs, c'est tout le monde en fait qu'à un moment ou à un autre, moi-même, j'ai vu par exemple la France, pour dire par là. Donc il y a des gestes, il y a des attitudes, il faut peut-être accompagner certaines personnes, parce que justement il y a du manque d'information et autres. Sincèrement, changer les comportements culturels qui ont été pris sur plusieurs d'années, c'est une gageure, quoi, parce qu'en Afrique, pour changer les choses, ça va être difficile. Ça va être difficile. Après, sur les 10 fleuves, ça vient de modèles. C'est un Français qui a fait le travail, il s'appelle Laurent Le Breton, c'est un ingénieur central, il est à La Réunion, enfin, il est réunionnais, il est basé en Nouvelle-Zélande, donc c'est lui qui a fait cette étude, et donc il a dit qu'il y avait 80% des déchets qui venaient de 20 premiers fleuves, donc ils ont décidé de travailler sur les 10 premiers en Asie du Sud-Est, mais c'est des modèles quand même. Le Nil, il apporte beaucoup de déchets, donc je peux vous garantir, il n'est pas en Asie du Sud-Est, mais il en apporte beaucoup. Bien, merci François, on peut l'applaudir, je crois. Merci bien. Il nous a élargi l'esprit, il a augmenté nos connaissances. C'est toujours intéressant de sortir du CPA plus riche que ce que l'on est rentré. Alors, pour aller plus loin, vous aussi, vous pouvez garder en mémoire tout ce qui a été dit. Je vous recommande le livre de François Galliani, c'est un livre un peu collectif, si j'ai bien compris. Une mer propre, mission impossible. Vous avez beaucoup d'éléments, même si le livre date de 2014. Fin 2013. Voilà, il y a encore beaucoup d'éléments qui sont d'actualité. Il est accessible pour la somme modique de 20 € que vous verrez avec la structure du CPA, et je crois que François se fera un plaisir de le discuter. Et vous avez également ce livre qui vient tout à fait de sortir, qui vient d'être publié le mois dernier. Nous avons été interrogés, Plastic Europe
aussi. François Gagelli est aussi intervenu dans ce livre. Alors, j'ai eu l'impression que c'est un livre qui fait surtout un constat de la situation, hein, qui ne pointe pas trop du doigt, mais enfin, simplement pour rappeler qu'il y a un certain nombre d'enjeux et une prise de conscience qu'il faut prendre. Là aussi, il est disponible pour la modique somme de 20 €. Je suis temps que vous donnez plus si vous voulez. Mais je ne suis pas le signataire, hein, à moins que vous vouliez le signe. Bien, encore une fois, merci François. Je vous donne rendez-vous au deuxième étage dans la bibliothèque, puisqu'il y a plusieurs sortes de nourriture. Hein. Il y a une nourriture intellectuelle et puis une nourriture un peu plus terrestre. C'est ce que je vous propose de partager.